Alors, je rappelle que nous aurons peut-être des questions dans la salle tout à l'heure et que vous pouvez continuer de tweeter #Ozon2017. Alors, Jean-Philippe Regnault, prenez le micro s'il vous plaît Jean-Philippe, parce que je vais commencer avec vous. Il faudrait que vous nous parliez de cette étude. Vous allez nous dire dans quelles conditions elle a été réalisée. En tout cas, elle montre que le kiné est utile en première ligne dans un service d'urgence à l'hôpital, aussi bien pour l'hôpital que pour les patients. Oui, tout à fait. C'est une étude qui date de 2016, qui a été réalisée à Singapour. Donc, c'est une étude rétrospective qui porte sur plus de 125 patients qui ont été adressés aux urgences et pour lequel, en fait, alors ça s'éloigne un petit peu de l'accès direct tel qu'on l'a défini, puisque au début des urgences, les patients sont quand même vus par un médecin. Sauf qu'il est décidé soit qu'ils ont un traitement de kinésithérapie qui est entamé immédiatement, soit au contraire, à l'issue des urgences, ils sont soignés tous avec des médicaments, sortent en traitement de kinésithérapie qui est réalisé plus tard. Et on regarde donc chez ces personnes-là l'évolution d'indicateurs de santé, tels que la douleur, tels que des tests cliniques. Et on s'aperçoit à l'issue de cette étude que ceux qui ont bénéficié très précocement, donc early, plutôt, de soins de kinésithérapie, donc ça retrouve exactement cette notion de pouvoir accéder plus rapidement au traitement, ont évidemment une meilleure récupération à l'issue de la période d'observation. Alors ça se chiffre de l'ordre de... c'est-à-dire que, comme l'a signalé Rémi, il y a un délai d'accès aux physiciens qui était de l'ordre de 30 jours à peu près. Et donc à l'issue, les améliorations sont environ de l'ordre de 20 à 30% pour ceux qui ont accédé précocement au traitement. Donc ça va en droite ligne avec tout ce qui a été signalé du bénéfice de l'accès direct, outre le fait qu'on a du mal à accéder dans certains territoires, et c'est particulièrement valable dans les pays nord-américains, ce qui n'était pas le cas là, du territoire à Singapour, puisque ça se faisait en plus dans le cadre de l'hôpital. Mais ça permet également de signaler que, effectivement, accéder plus précocement aux soins permet d'améliorer votre état de santé et surtout de lutter contre un certain nombre de phénomènes tels que la chronicité. Donc, dans ce genre de cas, c'est des gens qui étaient à chaque fois avec des problèmes de nuque ou de problèmes de lombalgie avec des causes qui étaient non traumatiques. Alors, c'est à confirmer par d'autres études, j'imagine. Je crois qu'on accumule, là, Rémi l'a très bien montré, hein, il y a cette revue systématique de Noya en 2014, qui porte uniquement sur le musculo-squelettique. Et puis il y a une très belle étude de Perdencas sur l'usage en fait, que font les patients dans le cas de l'accès direct. Et on a accumulé les données aujourd'hui qui permettent de montrer des bénéfices. Alors il y a un certain nombre de questions à long terme. Est-ce qu'effectivement on récupère autant il y a des petits biais méthodologiques dans ces études, puisque c'est souvent du rétrospectif. On ne sait pas comment ils ont été triés, sous quels critères. Et l'éthique nous interdisant de les randomiser, évidemment, c'est des choix. Et je crois qu'il faut dire aussi une chose, c'est que ça ne concerne pas tout le monde. C'est-à-dire que l'accès direct aujourd'hui, c'est en moyenne 20% de ceux qui ont besoin de soins de rééducation qui font cet accès-là. Donc avant d'avoir la déferlante, comme on pourrait le craindre, on en est bien loin. Et puis dernier point, ça touche surtout, je pense, à un problème d'organisation des soins aujourd'hui. Alors, Madame Lemeur, que vous inspire cette étude dont vient de nous parler Jean-Philippe? Alors, moi, j'avais une notion d'une autre étude qui a été faite en 2013, quand je faisais mon Master 2 en fait, en sciences de l'éducation. On avait un confrère de la région parisienne, justement, qui avait fait une étude sur le territoire ici, en s'appuyant en fait sur une étude anglo-saxonne, justement, de l'accès direct au niveau des urgences. Donc, il faudrait que je vous retrouve le nom de cette personne. Je sais que j'ai une consoeur qui peut-être pourra m'aider pour retrouver le nom dans la salle. Moi, je dirais qu'au quotidien, donc je suis masseur kinésithérapeute, je suis pile dans les critères, hein, je suis experte en rééducation de la main, donc l'accès direct, moi, je l'avais quotidiennement dans mon cabinet. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que quand on avait un œil d'expert, peut-être en rééducation, on avait une analyse qui permettait effectivement d'orienter plus rapidement les soins. Bien sûr, la prise en charge est passée toujours par une prescription, malheureusement, je dirais. Mais la prescription, c'est moi qui l'ai dictée. Il faut être très cohérent, très conscient des choses. Je pense qu'effectivement, la notion de la prise en charge avec une durée qui va se limiter, donc un coût, il faut tout à fait en fait rentrer dans ce sens. Maintenant, en s'appuyant effectivement sur de l'expertise, on sait que notre profession quand même a drôlement évolué. On arrive quand même à un niveau d'études bien plus haut qu'il y a quelques années. C'est aussi une opportunité qu'on a pour nous valoriser.
que de se positionner ainsi. J'ai bien aimé tout à l'heure l'orateur précédent qui a parlé aussi d'accès libre. Et la liberté, c'est une notion de posture. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on se posture aussi comme des gens qui savons que nous sommes capables de prendre en charge ces patients-là directement, de donner en fait un avis d'expert. Nous avons un décret de compétences, nous avons des compétences acquises par notre diplôme, de plus en plus hautes, et j'espère encore plus loin, Madame la Présidente, hein, j'espère qu'on ira bien plus loin. Et donc, du coup, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment y aller. C'est à nous, professionnels, de nous posturer comme des personnes capables, en fait, d'évaluer le soin et d'évaluer et de faire la prise en charge qui convient à la suite. Donc ça, là-dessus, je m'appuie. Mais effectivement, il faudra avoir des études françaises aussi, pas que des études internationales. Donc il faudra s'appuyer, je vous donnerai la référence pour des études qui soient françaises, pour montrer que nos compétences, on les a, on les détient, et donc à chacun de nous aussi de s'en donner en fait les moyens. Monsieur Bleton, est-ce que les résultats de l'étude dont nous avons parlé vous surprennent? Pas vraiment. L'ouverture vers l'accès libre est quelque chose de naturel, puisqu'il faut considérer que notre profession et nos techniques, c'est comme un médicament. Il y a une posologie, il y a des précautions, il y a des indications. Et donc, l'idée que l'accès libre, l'accès aux soins par des professionnels vers un traitement qui est un traitement spécifique, qui est le traitement par l'exercice, par le mouvement, soit prescrit par le professionnel lui-même, donc il a la charge de l'intégralité de son traitement, me semble quelque chose de tout à fait normal. Là où on ne peut pas intervenir, c'est sur le diagnostic, mais une fois que le diagnostic est fait, et là je le vois à travers mon expérience personnelle dans les maladies des ganglions de la base, que l'on soit médecin, chirurgien ou kinésithérapeute, notre exercice est uniquement symptomatique. Notre résultat ou les objectifs de nos traitements sont uniquement symptomatiques, et donc on a la même valeur thérapeutique que le médecin qui va donner sa dopa, que le chirurgien qui va décider de l'implantation de la stimulation cérébrale profonde, ou le rééducateur, le kinésithérapeute, qui va mettre en place un programme de rééducation dont on sait que peut-être il va avoir une action sur la survie neuronale chez le patient. Donc, que celui qui est dépositaire d'un traitement en ait la charge complète, ça paraît tout à fait normal et ça paraît être une évidence. Enfin, Alors, le maître mot, c'est le diagnostic, dit le docteur Ekirch, Madame Lemeur. C'est le maître mot? Diagnostic. Bien sûr, le maître mot, c'est le diagnostic. Et effectivement, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Il faut quand même être capable. On a les indicateurs, on a une formation suffisante malgré tout. Maintenant, poser le diagnostic, on fait un partenariat, on est en coopération. Et là, on va le redévelopper, cette coopération, en disant, certes, vous venez chez nous. Maintenant, je pense qu'on a quand même acquis des bilans qui nous permettent quand même de poser quand même suffisamment le diagnostic, au moins kiné déjà. Et après, rien ne nous empêche effectivement d'amener, comme là on l'a vu, chez un médecin en cas de doute. Maintenant, on en parlait un petit peu. C'est vrai qu'on offre du coup une liberté et notamment cette notion de prise en charge. C'est-à-dire que les gens sont pris en charge d'emblée. Donc du coup, il y a moins d'angoisse. Il y a une notion où on le respecte aussi, le patient, dans sa demande. Donc j'aime beaucoup, moi, cette notion d'accès direct aussi pour ça, parce qu'on prend directement le patient en charge rapidement et on l'aide aussi dans la démarche de soins en disant nous sommes experts, nous sommes capables d'analyser votre situation thérapeutique et ils savent qu'on est aussi experts parce qu'on sait s'appuyer sur un professionnel si besoin. Et je pense que la posture que l'on adopte, c'est qu'on respecte la liberté du patient. En plus, on lui offre quelque chose de bénéfique qui est une prise en charge rapide. Et derrière, on valorise notre posture parce qu'on se posture comme étant capable aussi d'évaluer et de permettre d'orienter derrière. Donc c'est vrai que le diagnostic, il faut être capable quand même de l'affirmer. Il y a des formations, il y a des choses pour nous guider. On n'est pas seul dans son cabinet. Et on n'est pas seul dans son cabinet parce qu'il y a des formations, mais parce qu'il y a aussi des professionnels autour de nous. Donc il faut savoir mobiliser les professionnels en fait, sur un territoire pour poser peut-être le bon diagnostic, mais en coopération, peut-être pas seul dans son cabinet.
Oui, Monsieur Bleton. Oui, je voulais juste te dire, en fait, c'est le patient qui fait la démarche de venir nous voir. Donc, il a un accès libre. Et donc, c'est qu'il attend quelque chose d'un traitement qui lui semble être plus adapté à sa pathologie, par exemple le mouvement, donc une activité motrice il pense que ça va l'aider. Et là, ça va être notre rôle de diagnostic de dire, oui, vous êtes dans une bonne indication, ou vous êtes dans une indication partielle, mais il faudrait faire un complément avec le médecin spécialiste, ou vous n'êtes pas dans une bonne indication de rééducation par l'exercice et le mouvement. Mais on répond donc à l'attente du patient et non pas on l'oriente vers autre chose que son attente. En tout cas, ce que disait le docteur Eykirch, c'est non seulement désengorger les urgences, mais aussi les cabinets des médecins généralistes. On en parle un peu moins, mais il tenait à mettre l'accent là-dessus. Frédéric Srour, une question qu'on ne s'est pas encore posée. Est-ce que le thème de l'accès direct soulève des questions d'éthique, de déontologie ? Oui, évidemment, merci. Évidemment que ça soulève des questions déontologiques, puisque à quel moment le kinésithérapeute va décider de prendre en charge le patient et va accepter sa venue au cabinet, et à quel moment il va considérer qu'il peut lui apporter quelque chose, et surtout que le traitement qu'il peut mettre en œuvre ne dépasse pas ses compétences. Donc il y a quand même un regard sur les compétences du kinésithérapeute qui sont nécessaires. Le code de déontologie dispose bien et le précise bien qu'on ne peut pas exercer sa profession au-delà de ses compétences, et par ailleurs il dit qu'on est dans un exercice qui est responsable. Donc on est responsable de nos actes déjà aujourd'hui, déjà avant l'accès direct, on était déjà responsable de nos actes et on n'avait pas le droit de dépasser nos compétences. Ça veut dire que le code de déontologie, il a peut-être déjà précédé l'accès direct. On sait que tous les kinésithérapeutes savent que les patients viennent régulièrement dans les cabinets de ville, en tous les cas, pour consulter des kinésithérapeutes, pour avoir un avis d'expert, sans parfois passer par leur médecin généraliste, tout simplement parce qu'ils ont déjà eu affaire à des kinésithérapeutes et qu'ils savent que pour un problème de dos, ou peut-être pour le deuxième bébé qui est dans une situation de bronchiolite, un premier regard d'un professionnel expert est parfois intéressant, et les parents des nourrissons qui ne mettraient jamais la vie de leur nourrisson en danger le savent et mettent cet accès direct déjà en œuvre. Alors la déontologie, elle cadre bien cela, et c'est pour ça que je ne suis pas du tout inquiet, moi, quant à d'éventuelles dérives qu'on pourrait supposer, à la fois en termes de volume d'actes. D'ailleurs, toutes les études montrent qu'il y aurait plutôt une diminution du nombre d'actes par kinésithérapeute, mais ni en termes de volume, ni en termes d'appropriation de compétences qui ne sont pas les nôtres. Lorsque le Conseil de l'Ordre a édité un avis sur l'échographie par les kinésithérapeutes, on a une sorte de levée de bouclier parce que les médecins avaient peur qu'on s'approprie l'échographie médicale, mais ce n'était pas du tout la question. Et d'ailleurs, c'était précisé, s'ils avaient bien lu l'avis, peut-être s'ils ne l'ont pas lu en entier, ils auraient vu et ils auraient lu que c'était à l'exclusion du diagnostic médical. Lorsque le docteur Eykirch parle de diagnostic, il parle de diagnostic médical. Mais il se trouve que le kinésithérapeute a également un diagnostic, qui est le diagnostic kinésithérapie, qui n'a rien à voir avec le diagnostic médical et qui est complémentaire, justement. Alors, sur l'accès direct de demain, je crois que c'était le thème de la table ronde, osons, Rémi Rémondière a dit tout à l'heure que peut-être que les kinésithérapeutes étaient un peu trop frileux. Oui, osons nous-mêmes déjà mettre en œuvre cet accès direct, et mettons-le en œuvre avec ceux qui sont les plus ouverts, les plus réformateurs, les moins conservateurs. On ne pourra pas faire l'accès direct tout seul, ça c'est sûr. On ne le fera pas entre nous, dans un entre-soi. L'accès direct, à mon sens, c'est le 3e niveau d'une fusée à 3 étages, avec comme premier étage le travail énorme qui a été fait, colossal, qui est peut-être pas suffisamment, dont les kinésithérapeutes n'ont pas suffisamment conscience, qui a été la réforme, la modification de la définition de la profession. Parce que quand j'entends des kinésithérapeutes qui me disent oui, aux États-Unis, ils ont le droit de faire de l'accès direct, là-bas, ils ont le droit de faire de l'accès direct, en Norvège, j'étais il n'y a pas longtemps en Norvège, les kinésithérapeutes font de l'accès direct avec des compétences supplémentaires, mais à la base, il faut quand même une base législative. Et cette base législative, ce n'est pas dans les associations qu'on peut l'obtenir. Il faut des relais parlementaires, il faut une force de proposition associative, de l'ordre, des syndicats, de toutes les organisations qui ont réussi à porter ce premier étage de la fusée qui, de toutes les façons, n'aurait pas permis le reste. Le second, c'était la réforme des études. 10 années pour pondre une réforme efficace des études qui nous amène à un niveau d'études qui est quand même à 300 ECTS, qui est un niveau haut en Europe. Donc on a un bon niveau d'études en formation initiale, qui sera sanctionné par un master d'ici peu de temps, je l'espère.
Et donc, le troisième niveau de cette fusée, c'est la mise en œuvre de ces 2 points précédents dans le quotidien, dans l'exercice au quotidien. Et donc, l'accès direct paraît une évidence, comme l'a dit Jean-Pierre Bleton, qui est un de mes maîtres, et que je suis content d'avoir à côté de moi, et que j'ai vu exercer à l'hôpital Sainte-Anne avec des patients. Et quand vous voyez des professeurs en neurologie qui demandent l'avis d'un kinésithérapeute sur un patient parce que la compétence du kinésithérapeute est complémentaire de celle d'un professeur en neurologie, c'est une réalité de terrain. Il suffit juste que maintenant que tout le monde le comprenne et que nos amis médecins le comprennent également. La définition... J'ai un fan dans la salle. C'est Jean-François Dumas qui applaudit. La définition de la profession a été enrichie de nouvelles missions dans le Code de la santé publique. Pour vous, ça n'est pas suffisant? Excusez-moi, de nouvelles missions dans le Code de la santé publique. Si. C'est-à-dire que la nouvelle définition, déjà, elle colle davantage à l'exercice de la profession. L'ancienne définition était totalement archaïque et obsolète, puisqu'elle définissait le kinésithérapeute selon 2 actes assez isolés, la gymnastique et le massage. Aujourd'hui, nous avons des missions de santé publique qui sont définies. On a la possibilité, en cas d'urgence, effectivement, de prendre en charge les patients. C'est, on va dire, un pied dans la porte entrouverte qu'on a essayé de mettre. Mais on l'a quand même posé au niveau législatif. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et on ne peut pas dire, comme certains pourraient le prétendre, que c'est comme avant. Il y a des personnes qui interprètent cette phrase en disant « mais oui, mais ça n'a rien de différent de ce qui se passait auparavant ». C'est faux, c'est différent. L'accès direct en cas d'urgence est aujourd'hui dans un texte de loi. À nous maintenant de diffuser et d'élargir cette compétence à l'accès direct sur des champs qui seront probablement très définis, comme l'a dit Rémi Mondière. On ne pourra pas, du jour au lendemain, dire l'accès direct à tous les patients, chez tous les kinésithérapeutes. Ça, à mon avis, ça n'est pas une réalité satisfaisante. Il faudra définir des situations, peut-être géographiques, dans un premier temps. On pourrait essayer, dire quand il y a une pénurie de médecins, eh bien, quand il y a un kinésithérapeute, peut-être qu'il pourrait essayer. Et puis peut-être dans certains services hospitaliers, peut-être dans certaines situations de certaines pathologies, dans les bronchiolites, dans les petites traumatologies. Et puis au fur et à mesure, peut-être qu'on exigera un niveau de compétence supérieur du kinésithérapeute avec des compétences et des niveaux comme en Louisiane, avec des masters encore complémentaires qui permettront, en Norvège par exemple, tu n'as pas parlé de la Norvège Rémi, mais en Norvège, les kinésithérapeutes n'ont pas l'accès direct sur le niveau de base, et lorsqu'ils ont ensuite un niveau de master, par exemple en thérapie manuelle orthopédique, ils peuvent avoir accès aux patients en direct, enfin les patients ont accès directement aux kinésithérapeutes, et ils ont le droit de prescription de médicaments, ils ont le droit de prescription de radiologie, et je crois qu'il y a un représentant de la CNAM ici, ils ont même le droit de prescription d'arrêt maladie. Donc, et je n'ai pas l'impression qu'en Norvège, ce soit le grand foutoir et la révolution chez les patients. Donc, ça doit pouvoir se faire correctement, de façon sensée, cohérente, progressivement. Et c'est la voie, je pense, qu'on est en train de prendre. Bon, il faut qu'on parle Bah, allez-y. Hein. Bien, sentez-vous libre. On va quand même parler des patients en ALD aussi, qui sont, me semble-t-il, particulièrement concernés par l'accès direct à ALD, affection longue durée. On a vu des chiffres tout à l'heure, hein, ça représente 50% des actes. 10 millions de personnes souffrent l'une des 30 affections de longue durée reconnues, qui regroupent 400 pathologies, diabète, maladies coronariennes ou neurologiques, cancer, Parkinson, sclérose en plaques. Voilà, donc ces gens-là, ces patients-là, sont particulièrement concernés. Jean-Philippe ? Oui, je voudrais en profiter juste pour poser un paradigme. Alors, si on parle de l'ALD, pourquoi est-ce qu'on fait de la prescription d'activité physique maintenant et qu'on parle d'accès libre d'un autre côté? Je trouve que là, pour le coup, il y a un gros paradoxe. Donc, effectivement, les affections longue durée sont des types de pathologies ciblées pour lesquelles, on en discutait juste avant, il y a un très beau papier dans le BMJ 2016 d'une patiente parkinsonienne qui fait état d'expérimentation, je crois en Suède cette fois-ci, donc pas en Norvège, dans lequel les patients sont capables de demander eux-mêmes les examens dont ils ont besoin dans leur suivi médical pour pouvoir manager, entre guillemets, se prendre en charge eux-mêmes. Et donc, dans l'affection longue durée, il y a cette dimension-là, où on parle de démocratie sanitaire aujourd'hui, du rôle principal de l'usager au centre du soin, et je pense que l'accès direct est totalement dans cette ligne-là. Oui. Monsieur Bleton, sur les patients en ALD ? Je voudrais dire que le meilleur thérapeute du patient en ALD, c'est le patient lui-même, qui connaît très bien sa pathologie
Et ce dont il a besoin, c'est essentiellement d'un guide. Donc il faut mettre en place dans les ALD des activités où le patient est acteur de sa propre rééducation, mais il a besoin d'avoir un référent et d'être capable ainsi de moduler et d'avoir un avis paramédical sur la bonne conduite de sa vie quotidienne en termes de quantité d'exercice, de respect de la fatigue, de respect du sommeil, enfin tout un tas d'items. Et là, je crois que c'est un des aspects forts de notre profession, c'est d'être ce référent du quotidien et non pas le neurologue qui sera vu tous les 6 mois, par exemple, comme dans la maladie de Parkinson, pour ajuster le traitement, mais le kinésithérapeute qui est là comme un référent. Mais on n'a pas besoin de voir le patient 2 fois, 3 fois par semaine, mais simplement être à disposition. Alors, on a un tweet, on va regarder la question immédiatement. Faut-il s'inspirer du modèle américain avec un accès direct selon des spécialisations à mettre en place en France? Alors, Madame Lemeur? Alors, moi, je vais être honnête, ça me plaît bien. Enfin, j'ai toujours, les gens qui me connaissent, j'ai toujours pas milité, parce que c'est pas le terme, mais moi, je suis experte en rééducation de la main. J'aimerais un jour, en fait, peut-être que dans notre profession, qu'on puisse avoir justement des experts par lieu, justement par rapport aux déserts médicaux. Moi, je me posture souvent, en fait, comme l'experte des fois d'un secteur. Sur la Bretagne, nous sommes que 2 inscrits au GEMSOR. J'avais dit à Marin Philippe que je parlais du GEMSOR, donc je l'ai dit. Donc, excusez-moi, c'était le pari du jour. Très bien, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Et je pense qu'en fait, c'est important. Alors moi, j'explique toujours à mes confrères donc, qui m'a mené des patients pour avis, parce que c'était ça mon relais en fait aussi. Les patients venaient chez moi pour avis, ils étaient déjà pris en charge par un confrère. Ils venaient chez moi pour avis pour une séance. 2 séances des fois. Et c'est vrai que cette posture était quand même intéressante parce que moi, en contrepartie du fait de mon expertise, je la partageais et je leur donnais un protocole, des conseils. J'ai rassuré tout simplement le patient des fois parce que vous disiez 15 minutes, il y a un kiné à 15 minutes. Oui, mais il n'y a pas forcément un kiné effectivement expert en rééducation de la main à 15 minutes. Donc les gens venaient chez moi pour une séance, 2 séances. On faisait un bilan, on faisait un point, on rassurait. Et le patient repartait beaucoup mieux, comme par hasard. C'est pas moi, hein. Voilà, parce qu'il était rassuré. Et je suis en fait pour cette volonté en fait de reconnaître progressivement cette expertise. Je trouve ça intéressant. L'expertise ne veut pas dire qu'on néglige pour autant la polyvalence des autres. Ça ne retire pas de la valeur aux autres kinés. On a besoin des autres kinés. Je ne peux pas, moi, accueillir tous les patients traumatisés de la main de Bretagne. Je veux dire, en plus, maintenant, c'est même plus possible, vu mes fonctions. Mais autrement, ce n'est pas l'objectif. Donc, c'est vrai que ça peut aider, justement, peut-être à rassurer les confrères dans leur cabinet, de leur dire, certes, il y a un accès direct, mais n'ayez crainte. Derrière, si vous avez besoin d'un renseignement ou quelque chose, vous avez un expert derrière qui est de votre profession, qui ne va pas vous juger, qui n'est pas forcément un médecin, un chirurgien expert, voilà, qui va vous parler comme vous, un confrère ou une consoeur. C'est-à-dire, je trouve ça important. Enfin, pour moi, c'est une évolution de la profession que je souhaite un jour. On a des diplômes qui sont reconnus au niveau même européen, etc. Il faut y aller, il faut aller dans ce sens, il faut les former et créer peut-être cette forme d'expertise. Elle ne rejette pas, pour moi au contraire, elle rassure. Donc je suis vraiment dans ce sens-là. Et cette osons l'accès direct, c'est aussi pour ça. Il faut l'oser, audace, certes, mais peut-être rassurer derrière aussi. Leur dire, oui, mais vous n'êtes pas seul sur le territoire. Donc c'est identifier sur le territoire les personnes capables de vous aider et qui sont aussi des confrères. Vous allez être au premier rang pour le virage ambulatoire qui vise à écourter les durées d'hospitalisation pour faire des économies. Ça ne pourra se faire qu'avec les kinés. Ah bien sûr, alors moi je parle tout le temps en fait, hein, vous me faites parler tout le temps. Alors je suis en fait engagée, je suis effectivement écourter le temps de prise en charge, alors notamment la RAC, donc qui est la récupération accélérée post-chirurgicale. Je suis impliquée dans ce sujet, j'ai contacté les différentes ARS sur ce sujet parce que j'aimerais travailler avec eux. Je vais faire
dans le cadre du DU européen en chirurgie de la main, où je vais commencer mon diplôme là. Je vais travailler sur la RAC justement parce que je trouve ça très intéressant. Donc alors je vais expliquer pour les gens qui ne connaissent pas peut-être ce que c'est que la récupération accélérée. Donc c'est en fait posturer le patient de façon différente au niveau de sa prise en charge. C'est-à-dire quand vous allez à l'hôpital maintenant, vous venez pour une chirurgie par exemple d'un canal carpien. On va vous expliquer, vous allez avoir d'abord une formation préalable, donc par des professionnels de santé, pas uniquement par le médecin, ce sera une infirmière, un kiné. Un kiné peut très bien vous expliquer sur une chirurgie de prothèse de genou comment béquiller en amont en fait de la chirurgie. Et après, quand vous allez descendre au bloc opératoire par exemple, vous allez descendre debout sur vos jambes, habillé, vous changerez, vous prendrez votre douche au bloc opératoire. Maintenant, les temps de prise en charge derrière seront aussi plus rapides. Alors ça peut faire peur, parce que derrière, c'est souvent de l'ambulatoire. Effectivement, ça sera fait dans la journée. Les gens repartiront, des fois peut-être avec simplement quelques heures de prise en charge, mais on assurera un suivi. Donc, on aura besoin des professionnels de santé derrière pour assurer le suivi, effectivement, et de faire confiance aux professionnels de terrain, libéraux, etc., pour prendre en charge ce patient correctement. Un objectif évident, parce que je fais de la politique maintenant, c'est bien sûr les économies. On en a parlé. Et le deuxième objectif, c'est aussi de posturer le patient dans une démarche de prise en charge, de liberté, de choix, mais c'est aussi former le patient en fait à devenir acteur de soins. C'est-à-dire longtemps on a posturé le patient comme un objet qu'on soignait. Alors pas tout le monde, évidemment, on ne peut pas généraliser, mais là on va le faire prendre en charge, donc on va l'éduquer. C'est vraiment cette notion d'éducation du patient à la prise en charge et à sa prise en charge. Ce n'est pas nous qui portons le patient, c'est à lui aussi de se porter et rentrer dans cette dynamique. Mais il faudra former les professionnels à ça aussi, parce que c'est leur posture aussi qui doit changer vis-à-vis du soin. On ne va pas dire, moi je sais, je vous prends en charge, il faut 10 séances, il faut 20 séances. Non, c'est prendre en charge en fonction des besoins de chacun. Et on s'est rendu compte qu'en faisant cela, effectivement, cette prise en charge ambulatoire qui peut paraître un peu rude, on est peut-être dans une volonté encore de temps court et d'efficacité, ça peut convenir à certains, pas à d'autres. Rien n'empêche que pour les autres, on fasse autrement. Mais ceux pour qui ça convient, je pense que c'est une grande avancée de respect en fait, d'autrui, au-delà du respect économique. Frédéric ? Non, je voulais juste ajouter que, s'agissant de la récupération accélérée après chirurgie, ça a fait l'objet d'une recommandation de la Haute Autorité de Santé donc il y a 1 an, et qu'il y aura une table ronde lors des prochains entretiens de Bichat. Une des représentantes du ministère de la Santé, qui est sous-directrice à l'offre de soins, m'a dit « cette RAC ne pourra pas se faire sans les kinésithérapeutes ». Donc voilà, on a quand même un champ qui est ouvert devant nous, sur lequel on sait qu'on est compétent sur des visites préopératoires. Je ne sais même pas s'il y aura des prescriptions pour cette visite préopératoire à l'hôpital, parce que l'accès direct, c'est aussi ça, c'est la possibilité de voir un patient dans une chambre à l'hôpital sans savoir la formalisation d'une prescription écrite du médecin, ce qui se fait la plupart du temps à l'oral. Eh bien, on aura une sécurité aussi juridique pour les kinésithérapeutes qui rentrent dans les chambres sans avoir la prescription écrite systématique du... Et puis, dans l'apprentissage et dans l'éducation du patient. Le fait que l'on soit acteur de l'éducation du patient, comme vous l'avez dit, est essentiel. C'est un des plus grands champs probablement qu'on a d'avenir. Et cet accès direct, il découlera probablement aussi de ça. Bien, alors on va mettre un petit peu de lumière dans la salle et puis on va regarder un peu si nous avons des questions, des remarques, des témoignages par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, là-bas, au fond, plusieurs mains se lèvent. Alors, comme on a pris un peu de retard par rapport au programme de l'après-midi, je vais vous demander, j'espère être entendu, de faire court. Bon, je vais essayer. Bonjour, Thierry Bussmann, je suis président du CDO 88. Je suis kiné hospitalier depuis 23 ans dans un hôpital à Remiremont. L'accès direct aux soins, moi en tant que kiné, c'est au quotidien. Je travaille dans un hôpital où il y a 700 employés. Il n'y a pas un jour où on me demande mon avis sur telle ou telle chose. Surtout le lundi, les gens ont fait du sport le week-end, donc on vient nous voir. Maintenant, c'était un témoignage et une anecdote, c'est que j'ai travaillé comme ça pendant une bonne vingtaine d'années avec un médecin qui, quand il voyait certains patients, me disait « Ah, tenez, il y a vos privés qui seront là ». Et depuis 1 an, je travaille avec un nouveau médecin.
un pédiatre est descendu me voir un lundi matin, qui a fait du ski, qui était tombé sur son épaule. Elle est passée devant le médecin de rééducation et le médecin lui a demandé: vous voulez quelque chose? Non, je veux juste voir le kiné. Et elle m'a demandé mon avis sur sa chute sur son épaule. Un avis, c'était pas grand-chose, et ça m'a valu quand même un rapport circonstancié de la part de mon médecin de rééducation. Ça m'a fait doucement sourire. Alors c'est pour ça, je suis content d'entendre des médecins qui sont d'accord sur l'accès direct aux soins, et je pense que le plus difficile, ça va être certainement de convaincre les médecins de l'accès direct aux soins. Voilà ce que j'avais à dire. Vous voulez dire convaincre les médecins qui ne sont pas venus ici aujourd'hui dire qu'ils étaient pour? Non, mais je pense que moi, j'ai des amis qui sont médecins, des copains médecins, ils sont tout à fait d'accord avec moi en me disant oui, c'est bien. D'ailleurs, je travaille dans des équipes de sport depuis une vingtaine d'années aussi. J'ai travaillé un certain nombre d'années avec un médecin qui me disait: c'est bien, tu me débalayes le terrain, si tu as des soucis, tu m'appelles et puis je règle les problèmes si ça va au-delà de ce que nous, on peut se permettre de faire. Maintenant, je suis d'accord avec ce que disait M. Frédéric Srour. Je pense qu'au-delà de l'accès direct, il faudra certainement un moment que, par exemple, pour les entorses, on ait le droit de prescrire, par exemple, un acte de radiologie, comme on a le droit de prescrire les orthèses. Voilà. Et à côté de ça, je suis aussi enseignant à l'école de Nancy, représenté par M. Gouilly, ici présent. Je vous remercie. C'était un pari aussi, éventuellement qui m'augmente un jour. Bien. Monsieur, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Oui, Bruno, exerçant à Montpellier. Ah, le Montpelliérain est de retour. Donc, non, juste pour dire à Dominique que la RAC, oui, nous en faisons, que nous, on a été voir comment ça se faisait à Toulouse, parce que forcément, Toulouse, c'est l'exemple pour Montpellier, maintenant qu'on est dans la grande région Occitanie. À Toulouse, ils avaient pris l'exemple néerlandais, et en fait, c'est que de la préparation psychologique. Effectivement, c'est gratos, hein, puisque moi, je passe un quart d'heure, il y a le médecin, l'anesthésiste, l'infirmière du service, le kiné, un quart d'heure par professionnel de santé. Ensuite, le patient repart avec un petit livret, etc. Tout se passe bien. Et cerise sur le gâteau, quand on a un patient qui va bien, qui a été levé dans la journée après sa prothèse, il vient témoigner, il montre qu'il marche et qu'il a pas mal, et c'est gagné. Mais c'est un acte qu'on fait gratuitement pour l'instant. Mais je pense qu'il faut passer par là. Je vous le rappelle, il faut faire don de soi. Merci. Qui d'autre avait une question à poser ou une remarque à faire, monsieur? Oui. Jacques Lapoméoli, je suis un élu ordinal limousin, Nouvelle-Aquitaine maintenant. Je tenais à remercier Rémi Rémondière pour la clarté de son exposé tout à l'heure, où la situation était parfaitement exposée. Et remercier toutes les interventions depuis ce matin, parce que c'est que du bonheur intellectuel. Revenons osons pour l'accès direct. Je crois qu'on n'est pas loin d'arriver à la finalité. De nombreux consoeurs et confrères ici travaillent depuis des années. Je crois que c'est une question de patience. Mais l'expérience que j'ai du terrain, c'est de dire que nous-mêmes, kinés, devons aussi changer nos mentalités et devenir dans nos têtes des décideurs et non plus des exécutants. Nous avons été formés pendant des générations à exécuter. Là maintenant, nous devons devenir ingénieurs décideurs. Et je crois que c'est en amont que cela doit se faire, c'est-à-dire au niveau des instituts de formation, où je crois que nos confrères enseignants ont bien compris cela, et former dans les têtes les kinés à devenir des décideurs. Nous avons abordé surtout l'accès direct donc dans le processus rééducatif, et je vous donne un exemple pour corroborer, et j'en finirai là ce que je suis en train d'expliquer le plus clairement possible. C'est qu'ici, parmi nous, il y a beaucoup de masseurs kinésithérapeutes qui ont un titre d'ostéopathe et qui ont donc un accès direct pour les pathologies fonctionnelles musculo-squelettiques. Et on voit bien toutes les difficultés qu'ils ont, et Rémi l'a bien montré à travers sa triade: audace, frilosité et confort. C'est là où il faut qu'on montre que l'on en a, excusez-moi, mesdames.
Bien. Monsieur. Oui, Pascal Agard, des Bouches-du-Rhône. Voilà, moi je interviens par rapport au film déjà tout à l'heure, et notamment donc à l'intervention de Frédéric, qui, à mon avis, donc politiquement parlant, a parlé d'une différence de diagnostic kinésithérapique et médicale. Et quelque part, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que globalement, on a quand même un diagnostic qui est parfaitement médical des fois, notamment dans le cas d'espèces, si on regarde ce film, il est clair que le kinésithérapeute peut faire un test de compression et de distraction, et qu'à partir de là, il fait la même chose que le médecin pour voir si le ménisque est atteint. Juste pour dire que quelque part, je sais que globalement, politiquement parlant, on marche un peu sur des œufs à dire qu'on a un même diagnostic que le médecin. Pourtant, c'est sensiblement, voire carrément le même dans certaines circonstances. Je suis d'accord avec toi, Pascal, contrairement, je ne suis pas en désaccord avec toi, parce que effectivement, sur des pathologies précises de l'appareil locomoteur qui ne sont pas graves, tu as bien entendu ce qu'a dit le docteur Ekrich, c'est de la bobologie, ça. Donc pour de la bobologie, effectivement, on peut avoir un diagnostic qui pourrait se rapprocher de celui du diagnostic médical, mais encore une fois, je pense qu'il faut bien le différencier, bien établir. Les textes nous disent qu'on a un diagnostic kinésithérapique. Je pense que ce diagnostic est tellement riche, et les jeunes générations que je rencontre régulièrement se rendent compte de la puissance de ce diagnostic-là et du traitement qui va être mis en œuvre derrière, qu'on n'a absolument pas à envier un diagnostic médical. Mais par ailleurs, les diagnostics, c'est plutôt des choses un peu compliquées. Quand un médecin envoie un patient chez un kinésithérapeute, c'est d'abord qu'il a fait un diagnostic d'exclusion de pathologie médicale. Il a dit, il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas de pathologie inflammatoire qui contre-indique la kinésithérapie. Et en ce sens, ce diagnostic-là, qui serait chanté lors de l'accès direct, nécessite des compétences supplémentaires du kinésithérapeute qui dirait « ça n'est pas de mes compétences, pour autant je ne sais pas ce qu'il y a derrière ». Je ne sais pas si c'est une tumeur, je ne sais pas si c'est une inflammation qui ne relève pas de mes compétences, etc. Donc poser un diagnostic médical, en réalité, ça n'a juste aucun intérêt pour nous. Il faut juste déjà qu'on sache ce qu'est un diagnostic kinésithérapique, et là je crois qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. Bien. Une dernière, ici, là-bas, une dernière question pour cette fois. Oui, bonjour, Sébastien Guérard, je suis le vice-président du Collège de la massokinésithérapie. Je voulais juste rebondir sur les propos de Madame Lemeur qui m'ont touché dans la notion de spécialisation, puisque j'ai moi-même une activité spécialisée depuis une dizaine d'années maintenant. En revanche, je pense qu'il faut être un peu vigilant aux choses. D'une part, je pense qu'il faut vraiment décloisonner cette notion d'accès direct et de spécialisation. Ça a déjà été un petit peu évoqué ce matin, mais je pense qu'il faut que ce soit très clair dans les têtes. Et je pense qu'il faut faire attention à la sémantique. La spécialisation, si on veut la comparer aux médecins, les prive d'une partie de leur champ de compétences. Et je pense que ce ne serait pas quelque chose de pertinent à introduire dans le domaine de la kinésithérapie. Puisque même si nous avons un maillage territorial plutôt intéressant, je pense qu'il faut se pencher effectivement à la notion de la reconnaissance des spécificités. C'est quelque chose qui est maintenant nécessaire dans la profession. Mais il faut que ça reste une spécificité et que l'ensemble des kinésithérapeutes bénéficiant d'une spécificité puissent encore exercer l'intégralité du champ de compétences de la kinésithérapie. Merci. Jean-François, vous vouliez rajouter quelque chose, je crois. Est-ce qu'on peut apporter un micro à Jean-François Dumas ici au premier rang ? Merci. J'entendais tout à l'heure certaines inquiétudes quant au rôle des médecins qui pourraient effectivement s'y opposer. Eh bien, moi, je pense, et je suis intimement convaincu, que les médecins soient d'accord, l'accès direct se fasse, et que les médecins se fera, et que, même si les médecins sont opposés, l'accès direct se fera. Il se fera grâce à qui ? Grâce aux patients et grâce aux représentants de l'assurance maladie et des mutuelles, parce que ce sont des gens sérieux et qui connaissent et qui savent lire les études, et que les études, Rémi l'a démontré, chez les anglo-saxons, elles démontrent que ça génère des économies en matière de dépenses de santé. Et on est dans une situation où on ne peut pas se priver d'avoir un regard extrêmement pragmatique sur les dépenses, et que si on peut apporter des dépenses, notamment dans la prise en charge de ces 6 000 entorses de la cheville par tous les jours, et que si on vous démontre que nous en avons les compétences et qu'il n'y a pas de danger pour la santé publique, je sais que vous serez à nos côtés pour défendre
pour défendre cette orientation avec le législateur. Voilà, donc je ne suis absolument pas inquiet. J'ai vu que nous avions des confrères qui sont tout à fait capables de démontrer et de vous apporter les études qui montrent qu'on est sur la bonne voie et que de toute façon le modèle il est anglo-saxon actuellement et ce vers quoi on va c'est vers cela et donc on est tout à fait à votre disposition pour vous aider à mener à bien ce projet qui est le projet qui est porté par l'ordre. On leur donnera la parole tout à l'heure puisque dans la dernière table ronde nous aurons avec nous effectivement les représentants de l'assurance maladie et des mutuelles puisque je vois monsieur Cohen-Solal qui est là. Bien, mesdames, madame, messieurs, merci beaucoup, on peut les applaudir.